Voilà, il est 19h. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver dans mon salon, comme toutes les semaines maintenant. Alors, attendez, ça clignote de partout. Voilà, les commentaires sont là. Ça, c'est la bonne nouvelle. À partir de maintenant, vous pouvez poser des questions en direct à mon invité, Catherine Pelletier. Je vais lui passer le micro, hein. De toute façon, c'est elle, hein, qui va parler, c'est pas moi. Voilà, Catherine Pelletier, qui est directrice de la CPAM de la Haute-Vienne. Avec elle, je voulais qu'on fasse un petit peu le tour à la fois de ce qu'est la CPAM, de ce qu'elle a été obligée de devenir avec la Covid, et puis faire un petit peu plus connaissance avec Catherine Pelletier, parce que moi, tous ces directeurs, ces directrices, ces présidents, ces machins, je sais qu'il y a des gens derrière, je veux qu'ils me disent qui ils sont. Voilà, donc on va passer au minimum une demi-heure, parce qu'on vous a préparé plein de questions. Vous pouvez, vous aussi, poser des questions. Attention, la règle du jeu, vous la connaissez. Je veux que des questions utiles et bien intentionnées, parce que le reste, ben non, je ne les dirai pas, je les ferai disparaître. On n'est pas là pour ça, on est là pour envisager ce qui se fait avec bienveillance. Allez, je vais passer la parole à Catherine Pelletier. On va rentrer direct dans le vif du sujet avec la première question qui est double, hein. Catherine, ici, la règle, c'est que ben, les gens donc, nous disent un petit peu d'où ils arrivent. La première question, c'est est-ce que vous êtes d'ici déjà? Donc d'ici, bien sûr, de la Haute-Vienne, au départ. Euh, Au mieux, vous pouvez être du Limousin. Allez-y, vous avez le droit de nous le dire. Et puis un peu comment on devient directrice de la CPAM, parce que j'ai beaucoup de mal à croire que quand vous aviez 5 ans, 6 ans, vous courriez chez vous en disant je veux être directrice de la CPM, je veux être directrice. Je ne crois pas. Alors expliquez-moi un peu ce parcours. Bonjour d'abord. Bonjour Bruno. Euh, alors, oui, je vais vous décevoir. Je suis pas viennoise. Ah, Ah, bon, pas limousine. aïe, aïe, aïe. Alors après, je vais essayer de me rattraper un peu. Je suis bourguignonne Très bien. et j'ai un huitième de sang creusois. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah, je savais que ça allait C'est me pas mal. permettre C'est de pas mal. poursuivre l'émission. Ma formation alors effectivement, j'ai pas rêvé toujours toute petite de devenir directrice de caisse primaire. J'ai une formation en économie que Oui, j'ai faite à l'université de Dijon. oui. Et puis, il se trouve que j'étais très intéressée par des questions d'économie de la santé. Et quand on est intéressé par des questions d'économie de la santé, à un moment donné, on a envie soit de passer le concours de l'école de la santé publique de Rennes pour devenir directeur d'hôpital, soit le concours de l'école de sécurité sociale de Saint-Étienne pour devenir directeur d'un organisme de protection sociale. Donc j'ai choisi la deuxième option et dans la protection sociale, j'ai choisi la branche maladie parce que c'est celle qui me passionne. Très bien. Très bien. Ben voilà, hein, on sait. Alors vous avez vu, hein, c'est le petit exercice du micro, hein, parce que maintenant il y a des choses qui reviennent. Il y a le micro, je le dis aussi pour Sylvia, il y a la plante derrière qui, je lui parle, je mets de la musique, mais elle a du mal, hein. Bon, mais c'est pas grave, j'espère que semaine après semaine, ça ira mieux. Ok, donc on a compris Catherine Pelletier, comme un certain nombre de personnes qui sont passées ici, elle a travaillé à l'école, hein, ça c'est sûr, mais ça suffit pas, hein, parce que on en discutait, on reviendra dessus, il y a plus de 350, 380 salariés. Voilà, hein, il faut gérer tout ça, même si on est bien encadré. Et je sais qu'elle est particulièrement bien encadrée. Bon, Catherine, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une caisse primaire d'assurance maladie? Quelles sont les grandes missions d'une CPAM? Alors on fait un peu d'histoire. Allons-y. Vous savez bien évidemment, Bruno, que la Sécu a été créée par des ordonnances d'octobre 45. Pas Vous du aviez tout. à me le dire. Mais je suis Voilà. content de l'apprendre. En fait, alors là, je vais prendre mon anti-sèche Allez-y. parce que j'ai envie de vous donner, de vous dire le texte. L'ordonnance du 4 octobre 45 a créé, tenez-vous bien, une organisation de la sécurité sociale qui garantit à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Eh bien, 75 ans après, ça trouve pas mal d'écho, hein, C'est ça. cette C'est ce que intention j'allais vous dire. de nos anciens, de nos grands-parents, en gros, hein. Hmm. Et en fait, c'est super important que la sécurité sociale existe. Pourquoi? Ça fait un an qu'on est dans une crise sanitaire.
On est dans une crise sanitaire, on est dans une crise économique, on est dans une crise sociale. Et ce qui veut dire que là, les organismes de sécu, ils ont tout leur rôle à jouer. Euh, on est implanté dans un département. On parle bien de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne. On a la chance d'être au cœur d'un département, d'être au plus près de la population. Vous savez, là aussi, je vous enlève des mots de la bouche, 314 000 personnes couvertes par la CPAM dans notre beau département de Haute-Vienne. Voilà. On est là, dans notre département, au plus près de la population, au plus près des professionnels de santé, on travaille avec nos partenaires, et on fait quoi? Eh bien, on est là, mobilisé au maximum, parce qu'on sait que de notre capacité à travailler va dépendre le versement des revenus de remplacement, les arrêts de travail qui sont indemnisés avec des indemnités journalières, le remboursement des frais de santé, même s'il y a de plus en plus de tiers payants, il y a encore de l'avance des frais, et puis on répond aux questions. On l'évoquait tout à l'heure, oui. Les questions, les besoins de réassurance, les besoins de renseignement, ils sont super nombreux. Et on est là tous les jours, nous, caisse primaire, pour faire ça. Ça, c'est notre socle de base. Et notre périmètre, il est large parce qu'on couvre tous les risques. Maladie, maternité, accident du travail, invalidité et décès. Excusez du peu. Alors c'est vrai, alors attention Catherine, essayez de bien mettre, surtout dites-moi s'il y a des gens qui regardent, mettre un petit commentaire pour me dire si on entend bien Catherine, parce que des fois elle est un peu à côté du micro et je sais que le micro il a quelques soucis, c'est pas un souci mais faites-moi un petit mot, voilà je suis en même temps. Alors effectivement, hein, la CPAM c'est énormément d'activités au service des personnes. Est-ce qu'on peut dire que la CPAM est un outil à la fois de redistribution, hein, puisqu'il y a bien cette philosophie, enfin c'est plus qu'une philosophie, hein, c'est une mission, et d'accompagnement, parce que les deux sont particulièrement importants et l'un sans l'autre, ça serait pas bien équitable, je trouve. Redistribution et accompagnement, vous êtes dans le vrai. Redistribution, c'est notre mission de base. Vous savez que l'assurance maladie, elle n'est pas seule à la sécurité sociale. Vous avez un organisme qui est toujours le mal-aimé, qui s'appelle l'URSSAF. Ah oui. Pourquoi l'organisme est le mal-aimé? Parce que c'est celui auprès duquel on paye nos cotisations. On paye nos cotisations, on paye nos charges sociales sur la base de notre revenu, et ensuite, on perçoit des prestations en fonction de nos besoins. On parle des prestations maladie parce que je suis dans une CPAM, on pourrait parler des prestations famille, des allocations familiales, des aides au logement, on pourrait parler des retraites. Voilà. Donc la redistribution, c'est le fondement même de notre existence. Si j'illustre sur quelque chose qui nous occupe beaucoup, c'est le paiement des indemnités journalières. Les indemnités journalières, c'est un dispositif qui date du début de la création de la sécurité sociale et qui s'est amplifié avec le temps. Et là, en plus, avec la crise sanitaire, le dispositif, il s'est renforcé pour permettre, en gros, depuis l'année dernière, à toute personne qui se trouve privée d'emploi directement du fait de la crise sanitaire, d'être indemnisée. On a indemnisé en mars-avril 2020 les personnes qui devaient arrêter de travailler pour garder leur enfant et qui ne pouvaient pas télétravailler. Aujourd'hui, pour donner un autre exemple, on verse des indemnités journalières à une personne qui attend les résultats d'un test Covid et qui doit se mettre à l'écart, à l'isolement, en attendant d'avoir les résultats de ce test. Donc, ça, c'est le mécanisme redistributif. Tous, collectivement, nous avons contribué à travers nos cotisations, nos charges, et ceux qui ont besoin reçoivent individuellement des paiements, là en l'occurrence, dans mon exemple, des revenus de remplacement. Ça, c'est la mission historique. Et en plus, la mission d'accompagnement individualisé des personnes les plus fragiles, c'est une mission qu'on développe, et j'y reviendrai un petit peu après, et qu'on développe vraiment de façon très très poussée depuis 4-5 ans, et qu'on a amplifié depuis 1 an. Alors, on l'a bien compris. Merci Dominique, pour le retour sur le son. J'en profite pour te saluer. C'est sympa de voir que tu regardes. On a saisi un petit peu les grandes missions. Bon, on va pas se le cacher. Ça fait 1 an là, on est dans une situation un peu particulière. J'ai tendance à vous demander qu'est-ce que fait la CPAM aujourd'hui en plus de tout ce qu'elle faisait déjà avant et que j'espère qu'elle ne fera plus bientôt.
concrètement, qu'est-ce que vous faites là aussi, hein, même si les objectifs sont les mêmes, hein, la redistribution, même s'il y a l'accompagnement, je pense, qui est largement renforcé. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas hier et que vous ne ferez pas demain? Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on ne Ouais. faisait pas hier, mais je ne sais pas jusqu'à quand on le fera, Eh oui. c'est vraiment être au cœur de la gestion du dispositif anti-Covid. Mm. En fait, quand on est dans une caisse d'assurance maladie, au-delà de rembourser les soins, de payer les indemnités journalières, etc., etc., on est mobilisé sur le contact tracing et on est mobilisé sur la politique de vaccination. Je vais dire tout de suite un mot de la politique de vaccination. Ce n'est pas Ouais. nous qui pilotons la politique de vaccination, c'est l'État. Donc concrètement, dans le département, c'est l'Agence régionale de santé et c'est la préfecture. Nous, on est là pour aider à la promotion de la vaccination, porter les messages auprès des assurés. On est là pour aider les professionnels de santé à utiliser les outils informatiques qui vont bien. Un outil qui s'appelle Vaccin Covid, qui va nous permettre de suivre la vaccination de chacun, savoir quel vaccin a été donné à chacun, dans quel bras, etc. Et puis, ça c'est transparent pour les assurés, mais la vaccination, elle a un coût. On est en tiers payant généralisé. Pour autant, le vaccin, il faut le rémunérer. L'acte de vaccination du médecin, il faut également rémunérer. Donc, nous, notre mission sur la vaccination, c'est celle-ci. Promouvoir, faciliter et rembourser. Ensuite, le contact tracing. Le contact tracing, je pense que maintenant, tout le monde en a entendu parler. Ouais. On a commencé en mai 2020, c'est-à-dire en sortie de confinement. En fait, c'était le dispositif pour garantir la réussite du sortie de confinement. Et le contact tracing, aujourd'hui, c'est quoi? C'est tester, alerter, protéger. C'est la course contre la montre pour rompre la chaîne de contamination. Dès qu'une personne est identifiée comme étant positive, parce qu'elle a fait un test dans un labo, on va la retrouver dans notre système d'information. Et à ce moment-là, les équipes de la CEPAM qui sont sur le contact tracing, elles ont 4 heures. Vous entendez? 4 heures pour appeler, pour trouver la personne au téléphone, l'appeler, lui rappeler ce que lui aura déjà dit son médecin sur l'isolement, etc. Et puis lui demander quelle personne il a rencontrée dans les jours qui ont précédé, qui sont susceptibles d'être infectés, donc qui sont ces cas contacts. Et une fois qu'on a fait ça, on a 24 heures pour réussir à trouver tous ces cas contacts et leur demander à eux aussi de s'isoler et de prendre rendez-vous pour un test. Voilà. Le contact tracing, c'est ça. Et inutile de dire que c'est une belle activité et une belle occupation quand on connaît la circulation du virus dans notre cher pays. Alors, on va juste, avant d'attaquer l'autre question, hein, qui était prévue, parce que bien sûr, hein, vous en doutez, on a travaillé en amont. Hein, ça nous fait plaisir de se retrouver dans ce salon, mais on bosse avant quand même, hein, vous le savez, on ne fait rien au hasard. Une question qui me vient là pendant que je vous écoute, c'est que le contact tracing, donc ça nécessite du contact avec je ne sais pas si vous dites les usagers, les bénéficiaires, les assurés, c'est ça. Oui, oui, on n'a pas tout à fait les mêmes mots dans mon activité à moi. Donc avec les assurés, de fait, c'est pas forcément une activité que vous aviez de façon aussi intensive. En termes de RH, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des profils un peu particuliers. Il faut être capable d'entendre, d'écouter, de poser des questions. C'est pas si évident que ça. C'est pas juste poser un coup de fil, passer un coup de fil. Ça ne s'invente pas en fait, hein. Ouais. Je pense qu'il faut avoir, l'envie, l'envie d'aider les autres, Ouais. chevillé au corps. Dites-vous bien que quand vous êtes un conseiller du contact tracing, vous allez prendre votre téléphone, vous allez appeler quelqu'un qui ne s'attend pas à ce que vous l'appeliez pour lui dire, cher Bruno, Eh oui. vous avez été en contact avec Madame Michu la semaine dernière. Eh bien, Madame Michu, elle est positive Covid. Donc, vous avez un risque, vous, d'être également positif. Donc, vous allez écouter attentivement. Voilà. Des qualités d'écoute, des qualités d'empathie, de la réassurance, L'investigation aussi. de l'investigation, un peu de directivité, Ouais. parce qu'il faut Bien aussi, sûr. pour certaines personnes, bien leur faire comprendre l'enjeu Bien sûr. de ce qu'on est en train de vivre. Donc oui, des profils particuliers. Il faut aussi savoir que le contact tracing, il ne s'arrête pas avec le week-end, il ne s'arrête pas avec les jours fériés. On travaille 7 jours sur 7. Donc,
On a une équipe nombreuse, hein, on a une cinquantaine de personnes à peu près pour réussir, une cinquantaine de personnes sur une caisse qui compte à peu près au total 380. Donc vous voyez un peu l'importance du service dans une caisse primaire d'assurance maladie. Et toutes les caisses le font. On est 102 caisses primaires en France à faire la même chose. Et on a à peu près, France entière, 5000, 5200 personnes qui sont mobilisées temps plein sur cette activité. Alors, on aura l'occasion d'y revenir à la fin hein, de cette émission parce que ben, ça me tenait à cœur hein, le côté ressources humaines. Je vous le dis régulièrement, j'ai la chance de pouvoir partager les offres de la CPAM. Il y a de très belles offres. Hein, non mais c'est vrai, les offres sur le contact tracing, il y a des opportunités comme ça, puis les parcours, c'est souvent ça, les parcours professionnels. Il y a des offres qui sont là, c'est des métiers où il n'y a pas forcément de formation au départ, il faut de la bonne Les formations sont volonté, chez nous. voilà, alors voilà, mais je veux dire, des fois il y a des opportunités comme ça qui se présentent, donc suivez les offres de la CPAM, et puis venez sur le site emploi-nouvelle-aquitaine.fr, voilà, ça me fera plaisir. Euh, Forcément, quand on parle de la CPAM, aujourd'hui, on entend assurer. Sauf qu'il n'y a pas qu'auprès des assurés que vous avez des actions, hein, que vous avez des responsabilités, notamment pendant le confinement. Vous êtes venu en appui, en aide des professionnels de santé, notamment au travers du dispositif DIPA. Qu'est-ce que c'était que ce dispositif? En quoi ça consiste? Alors, le DIPA, c'est le dispositif d'indemnisation des pertes d'activité. Euh, Rappelez-vous, pendant le premier confinement, les cabinets médicaux, les cabinets de kiné, les centres dentaires étaient tous fermés. Et seuls fonctionnaient, globalement, on ne prenait en charge que les patients Covid. Ouais. Et donc, ces professionnels de santé, ils ont eu des pertes de revenus puisqu'ils ont, Forcément. voilà, comme d'autres, comme les entreprises, on parle beaucoup des commerces, on parle beaucoup des restaurateurs. On n'a pas Bien sûr. pensé aux professionnels de Ouais. santé dans le grand public, mais c'était le cas. Donc ces pertes d'activité, l'assurance maladie les a indemnisées, au moins pour permettre aux professionnels de santé de faire face à leurs charges. Voilà. Donc c'est un dispositif qui est exceptionnel, qui a été mis en place sur l'année 2020, qui était calculé au plus près des déclarations des professionnels de santé qui nous disaient, voilà, moi habituellement mes L'année honoraires dernière, sont à la de même temps, époque, j'étais sur. voilà, Ouais. et puis cette année j'ai fait tant en honoraires ce mois-là, et donc on avait une compensation partielle de la perte de revenus. Et j'en profite pendant que j'ai le Oui, micro pour oui, oui. dire, et il ne faut pas les oublier, en fait l'assurance maladie, elle a trois publics. Les assurés, les plus connus, les professionnels de santé, parce qu'on pense tout de suite au fait qu'on paye des actes, Bien sûr. etc., et les entreprises, Bien les sûr. employeurs. Bien sûr. Parce qu'une indemnité journalière sur deux est versée à l'employeur parce que l'employeur assure le maintien de salaire Ouais. pour aider le salarié, qu'il n'y ait pas de rupture, etc. Et donc à ce moment-là, nous sommes l'interlocuteur direct de l'employeur et non plus du C'est vrai. salarié. Donc c'était important de préciser qu'on avait ces trois catégories de publics. Alors moi je rajouterais quelque chose, hein, c'est que non seulement il y a les trois catégories de public, il y a les missions générales, hein, mais il y a aussi moi quelque chose qui m'a sidéré dès le départ, c'est la rapidité avec laquelle la CPAM s'est mis en ordre de marche. Parce que vous, je ne sais pas si vous... Enfin, moi, il se trouve que j'ai des gens autour de moi, je suis curieux comme une pie. Alors, bien sûr, je pose des questions. Et en fait, très rapidement, les remboursements arrivent, les indemnités journalières sont arrivées depuis le départ, mais très très vite. Alors qu'on est toujours en train de dire que les choses prennent énormément de temps. Je ne sais pas comment vous avez fait. Honnêtement, on n'est pas là pour se désinguer, mais honnêtement, ça a été extrêmement rapide. Qu'est-ce qui a permis cette, cette réactivité aussi efficiente? Parce que c'est pas tout de vouloir faire, il a fallu le faire réellement. Alors, on l'a fait. Je pense qu'en fait, les salariés de la caisse primaire, ils ont vraiment, euh, comment dire, une implication professionnelle. Ils ont un engouement pour ce qu'ils font. Euh, on est d'accord, quand on est tout petit, on ne rêve pas d'aller travailler dans une caisse de sécu. Mais il suffit qu'on pousse la porte et on découvre un monde dans lequel on a des belles valeurs. Nos premières valeurs, c'est quand même notre première valeur, c'est la solidarité.
Qu'est-ce qu'on fait? On ne travaille que sur l'humain. Tout ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on disait par rapport au tracing, on a besoin de quoi? On a besoin de qualité humaine avant même d'avoir des compétences techniques qu'on va acquérir parce que la réglementation est compliquée, les outils informatiques sont complexes, sont lourds, etc. Mais au départ, on arrive parce qu'on a l'humain chevillé au corps et qu'on a envie d'aider. On a envie d'être à l'écoute, on a envie d'apporter sa contribution pour résoudre une situation individuelle. Et je crois que c'est ça qui est la marque de fabrique des personnels des organismes de protection sociale. Alors, ça tombe bien parce que on en profite, hein. J'espère qu'il y a des personnels, des CPAM qui regardent, hein. Une fois de plus, n'hésitez pas à témoigner, n'hésitez pas à poser des questions, hein. C'est ouvert, vous pouvez y aller. Euh, il y a, alors effectivement, quand on regarde de l'extérieur, il y a un peu ce côté mécanique, hein, c'est normal, hein. Il y a un cadre de référence, il y a des chiffres, il y a tout ça. Il n'empêche quand même que dès qu'on touche à la santé, on touche à quelque chose d'extrêmement intime, d'extrêmement personnel, d'extrêmement délicat. La santé, ça a un coût. Qu'on le veuille ou pas, et encore plus en ce moment, je dirais, puisque il y a des gens qui perdent leur boulot, il y a des gens qui sont en grande difficulté. Euh, mais la CPAM euh, est aux côtés de ces assurés euh, qui ont des problématiques pour payer, pour prendre en charge leurs dépenses de santé. Euh, le coût dans le département, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais Non, sachez quand mais même il en que faut quand même. chaque année, la CPM de la Haute-Vienne verse 1,2 milliard d'euros de prestations. 1,2 milliard. Voilà. Euh, oui, on est au plus près des besoins des assurés et pas seulement en allant chercher des dispositifs extra-légaux, Ouais. etc., mais déjà dans nos dispositifs de base. Depuis 2000, on avait un dispositif qui s'appelait la CMUC. Tout le monde a entendu parler Ouais. de la couverture maladie universelle complémentaire. Mhm. Ce dispositif, il a évolué en 2019, juste avant la crise. Il est devenu la complémentaire santé solidaire. Elle porte encore mieux son nom, hein, Ouais. la C2S. En fait, avec cette complémentaire santé solidaire, on fait quoi? On donne aux foyers les plus modestes un accès à une vraie complémentaire santé qui va permettre de ne pas faire d'avance des frais, de ne pas avoir de reste à charge sur les consultations, sur les dispositifs médicaux, sur les lunettes, par exemple. Et pour un coût qui varie selon les ressources de la personne. Le coût, il varie entre 0 € et 1 € par jour, par Ça va. personne. Voilà. Donc on est vraiment dans cette logique de faire que le droit donne un accès aux soins et un accès à des soins de qualité pour tous. Et c'est une dimension que l'assurance maladie travaille de plus en plus depuis plusieurs années. Et la transformation de la CMUC en cette complémentaire santé solidaire, elle relève de cet objectif-là. Un dispositif facile à mobiliser, un dispositif qui coûte très peu et un dispositif qui assure une couverture de soins de qualité. Voilà, alors vous, je sais pas, mais moi, c'est le genre de nouvelles, d'informations, vous voyez, qui me fait plaisir. Parce que quand j'entends ça, vous voyez, demain matin, je vais me réveiller et je vais me dire, j'ai de la chance de vivre dans un pays comme le nôtre. Je sais, il y a des gens à qui ça fait pas plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Je vous assure que ça me fait plaisir de savoir que n'importe qui peut avoir accès aux soins au moindre coût parce que c'est important, hein. Des fois, on critique, on dit, ah ben oui, mais il paye pas, il paye pas. Ouais, croyez-moi, ça peut arriver à n'importe qui de trébucher et d'avoir besoin de cette solidarité et de cette mobilisation. Euh, Il y a les gens qui ont des difficultés pour avoir accès aux soins et il y en a d'autres qui renoncent carrément, quelles que soient les raisons, hein, des fois des accidents de vie, des fois par dépit. Là aussi, la CPAM est sur le front. De quelle façon vous venez en appui de ces personnes? Euh, on n'est pas la première CPAM à avoir commencé. C'est une autre caisse qui s'est intéressée au sujet à partir de 2015-2016. Et on a découvert, en faisant quelques études, qu'on avait à peu près, quand on échantillonnait notre population couverte, qu'on avait du renoncement aux soins dans
presque un quart des situations. C'est énorme. C'est énorme, hein? Un quart de renoncement aux soins. Et comment on fait pour lutter contre le renoncement aux soins? Donc là, on est dans la dentelle, on est dans le programme individualisé, personnalisé. En fait, tout l'enjeu, c'est de détecter les personnes, parce que la personne, elle ne va pas venir frapper à notre porte en disant, coucou, je suis pas allé chez le dentiste depuis 3 ans. Non, c'est nous qui allons nous en rendre compte à travers un contact à l'accueil physique, à travers un passage au centre d'examen de santé, ou bien nos partenaires, je sais pas, des associations, des CCAS, etc., qui en échangeant avec une personne vont comprendre que la personne, ça fait longtemps qu'elle a pu réaliser les soins dont elle a besoin. Si la personne en est d'accord, on va entrer avec elle dans un parcours d'accompagnement et nous, on considérera que notre parcours il est réussi au moment où la personne elle aura effectivement rencontré le médecin, rencontré l'ophtalmo, eu un rendez-vous chez le dentiste. Donc, on va l'accompagner hein, jusqu'au bout du bout. Parfois, quand on accompagne la personne, on va se rendre compte que, en plus d'un problème d'accès aux soins, elle a des droits qu'elle n'a pas fait valoir auprès de la CAF. On n'est pas la CAF, on ne connaît pas la réglementation famille et la CAF le fera nettement mieux que nous. Par contre, ce qu'on va faire avec l'accord de la personne, c'est signaler son dossier, sa situation à la caisse d'allocation familiale qui pourra intervenir. Donc, c'est vraiment une logique accompagnante. Je parlais de l'humain tout à l'heure, je disais qu'on avait l'humain chevillé au corps. Là, on a pour réaliser cette activité, on a une équipe qui travaille à temps plein là-dessus, qui est composée de 4 accompagnantes et d'un responsable. Et croyez-moi qu'on ne chôme pas. L'année dernière, en sortie de confinement, on a repris nos bâtons de pèlerin parce que le confinement avait un peu compliqué les choses. Entre certaines personnes âgées, des personnes fragiles, des personnes en situation de handicap, des sans-abri, en situation d'hébergement temporaire, etc. On a ciblé des personnes et on a quand même pu accompagner 430 personnes vers une reprise d'un parcours de soins. Et ça, c'est une grande fierté pour la caisse. Alors c'est énorme. Je vais aller un peu plus loin là sur cette question-là. C'est au fond, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais quel est l'enjeu? C'est un enjeu juste solidaire, c'est un enjeu économique. On se dit, ça coûtera moins cher de les accompagner que ça coûtera plus tard s'ils ne se soignent pas. Ou c'est vraiment cette idée que tout le monde doit avoir accès à la santé, qu'on doit faire notre maximum pour que les gens vivent au mieux leur vie, tout simplement? En fait, l'accès aux droits et l'accès aux soins sont vraiment nos axes forts de ces années 2020. Plus que jamais, on a besoin d'accéder à des soins, de qualité, et quelle que soit la place qu'on occupe dans la population. Pensez aussi qu'une personne qui a négligé sa santé dentaire pendant des années va éventuellement avoir une situation un peu handicapante le jour où elle se présente en entretien pour un emploi. Voilà. Donc, cet accompagnement individualisé, il participe aussi d'une logique d'intégration dans la société. On n'est pas sur ce que vous disiez, est-ce que ça nous coûtera moins cher de les faire se soigner plutôt que de... Non, c'est pas ça. C'est vraiment une place pour chacun dans la société et une place une place de qualité, une place normale. Donc c'est ça qui guide, mais vraiment l'accès aux soins, je pense qu'on ne se rend pas compte de l'enjeu que cela représente pour notre société. Eh bien, au moins, on en prend un peu plus conscience grâce à vous et merci. Alors, on a entendu parler du contact tracing, on voit bien ce que ça peut représenter. Pendant la crise, il y a plein de choses qui sont faites. Concrètement, aujourd'hui, quels sont les moyens dont vous disposez? Quels sont les accompagnements concrets pour les Hauts-Viennois, hein? On s'excuse pour les autres, hein. Dominique, là, tu es à Orléans, je parlerai bien de la CPAM d'Orléans, mais elle n'est pas là, la directrice de la CPAM. Je sais pas, c'est peut-être un directeur, mais elle est moins bien que chez nous, hein. Je te le dis tout de suite. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, quels moyens concrets vous mettez à disposition des Hauts-Viennois dans cette crise? Bon, je passerai un texto à mon collègue qui est un homme à Orléans et je lui donnerai votre 06. Pas de souci. Il n'y a pas de problème, on fait comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je redeviens sérieux. Les moyens. Les moyens, en fait, on a... Alors,
Pendant le confinement, on a travaillé à bureau fermé, la caisse était fermée, elle n'était pas accessible, les salariés étaient chez eux en télétravail. On a toujours été présents au téléphone. Alors, certes, parfois il fallait un petit peu de temps pour nous joindre Ah oui, parce que les lignes étaient bien sûr, surchargées, bien sûr. mais on a toujours été au téléphone et le téléphone, on sait que c'est vraiment le mode de contact de prédilection Ouais. des assurés. Mm. Tellement ce mode de contact est prisé par les assurés, sachez que depuis un an, nos appels ont augmenté de 50%. Aujourd'hui, je reçois 50% d'appels en plus chaque jour que je n'en recevais début 2020. Ouais. Donc, il faut y On peut croire, hein. avoir un chiffre, on peut avoir une idée. Euh, on C'est est, euh, on va être sur quelque chose comme aux le alentours de lundi. 10 000 par mois. Ah non, on est sur 2000 jours. 2 000 jours. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. 2 000 jours, c'est énorme. Avec un pic de lundi. Avec un pic de lundi, parce que tout Français qui se respecte s'occupe de Et ses... moi le mercredi, je parie. Ouais. Vous voyez? Et on s'occupe de ses papiers le week-end. Eh Hein. oui. Voilà. Donc, beaucoup de contacts par téléphone. Euh, c'est un petit peu regrettable d'ailleurs, parce qu'en fait, on se rend compte dans les appels téléphoniques qu'on reçoit que des personnes ont, ont voulu nous contacter au téléphone alors que la réponse, elles l'avaient déjà. Elles avaient déjà le décompte à disposition dans leur compte Amélie. Elles avaient déjà l'information sur la procédure à suivre dans Amélie. Mais voilà, elles nous ont appelés, elles ont besoin de réassurance, elles ont besoin de nous entendre et on est là. Un deuxième mode de contact qui est très prisé aussi, et on le sait depuis la crise, c'est pas facile de se voir. Par contre, on s'écrit. Donc, on envoie des mails. Les mails, on est quand même sur quelque chose comme 1000 mails reçus par semaine. C'est moins que le téléphone, mais on est également sur des volumes importants. Ouais. Et puis ensuite, ben, nos canaux classiques, ça va être l'accueil physique. Mm. Alors l'accueil physique, on l'a fermé complètement sur mars, avril, mai. On a commencé à réouvrir nos accueils. On a fermé pourquoi? Pour raisons sanitaires, hein, bien Oui, sûr. bien sûr. On a commencé à rouvrir sur fin juin. Et puis ben, au 1er novembre, il a fallu à nouveau réduire l'ouverture puisque on débutait le deuxième confinement. Donc à ce moment-là, pour garantir la sécurité sanitaire de tous, éviter qu'on ait des flux trop importants. Parce que si on veut continuer sur les chiffres, euh, rien qu'au siège à Limoges, avenue Jean Gagnon, on a allez, 400 passages au jour. Voilà. Donc aujourd'hui, on est passé à un accueil sur rendez-vous. Ça permet d'avoir juste le nombre de personnes qu'il faut. On garantit la sécurité sanitaire de celui qui vient nous voir. Moi, je garantis la sécurité sanitaire de mes salariés. Et puis, l'avantage du rendez-vous, c'est qu'on l'a préparé. La personne, elle a pris rendez-vous, on sait pourquoi elle vient. Elle, on lui a demandé de récupérer tous ses justificatifs. Et puis, nous, on a regardé son dossier avant le rendez-vous. Ce qui fait que dans l'immense majorité des cas, on est là bien tranquille dans notre box, on a un temps dédié pour notre assuré. Et il ressort du box avec sa réponse. Voilà. Donc, on est très content parce que ça veut dire qu'on a un accueil qui a été conclusif. La personne n'aura pas besoin de revenir. Et cette offre de rendez-vous physique, on est en train actuellement de la doubler d'une offre de rendez-vous téléphonique. Pour ceux qui sont éloignés ou pour ceux qui n'ont pas envie de se déplacer ou qui n'en ont pas le temps, on va de plus en plus ouvrir des box virtuelles. En fait, c'est du temps téléphone qui va être dédié. De la même façon, l'assuré qui a besoin d'un rendez-vous, il appelle le 3646 pour fixer son rendez-vous, ou bien il va dans son compte et il prend lui-même son rendez-vous. Et au moment du rendez-vous, on aura préparé son dossier et de la même façon, on essaiera d'être conclusif pour que, au bout des 20 minutes ou 30 minutes qui sont prévues pour sa demande de C2S, pour son dossier d'invalidité, pour je ne sais quel motif, ils repartent en l'occurrence, ils raccrochent en ayant obtenu sa réponse. Donc voilà nos canaux. Une belle organisation, on va voir là. Alors profitez-en, hein, dans 10 minutes là, on ne devrait pas être loin d'avoir fini. Si vous avez des questions, une fois de plus, moi je voulais rajouter que, parce que le reste de la journée, je suis aussi dans une structure qui reçoit les appels téléphoniques, qui reçoit des gens.
c'est vrai que il faut être compréhensif avec tous ces gens qui reçoivent quand même, parce qu'ils ont beau être, avoir de l'empathie, de la compréhension, ils feront leur travail encore avec plus d'enthousiasme si on leur parle comme il faut, si on passe pas ses nerfs sur eux, si on peut comprendre des fois que l'ordi ne marche pas ou on n'a pas la bonne information, si on comprend aussi, notamment dans les domaines de la santé, que ben oui, de temps en temps, pour vous répondre, il y a besoin de donner le numéro d'assuré social ou le code du dossier ou quoi que ce soit. Il ne faut pas leur crier dessus. Il faut comprendre, pour que vous ayez un service de qualité, il faut aussi que tout le monde se comporte comme il faut avec les agents au téléphone ou les agents qui vont vous accueillir. C'est important, hein, c'est important parce que je peux vous dire, pour travailler avec justement des agents d'accueil, il y a de véritables traumatismes. Il y a des jours où il suffit qu'il y ait deux, trois personnes qui lèvent le ton et elles n'ont plus envie, je dis elles parce que ce sont des jeunes femmes avec qui je travaille, et elles n'ont plus envie alors qu'elles se sont levées le matin pour rendre service. Voilà, donc je voulais juste rajouter ça parce que c'est très 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 important. Ce que disait Catherine aussi Pelletier qui est très important, mais ça doit nous amener aussi à réfléchir sur la façon qu'on a de travailler, c'est que bien souvent, l'information qu'on nous demande au téléphone, on peut l'avoir ailleurs. Alors, est-ce que c'est nous qui ne l'avons pas rendu assez visible? C'est peut-être comme ça qu'il faut réfléchir. Mais dites-vous bien que si vous avez pu l'avoir ailleurs et que tout le monde fait comme ça et que tout le monde appelle, forcément, ben, ça engorge les lignes alors que finalement on pouvait avoir l'info. Mais ça prouve surtout que quoi qu'il en soit, on évolue et on a quand même toujours besoin de contact, on a besoin de parler avec quelqu'un, voilà. Mais en tout cas, pensez-y, soyez sympa avec les gens qui décrochent ou avec les gens qui vous reçoivent parce que c'est très 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 important et vous y gagnerez. Euh, Énormément de travail, énormément de choses en plus depuis la Covid. Concrètement, moi, je reconnais, c'est une des premières questions que je me suis posées. Qu'est-ce que ça nécessite en termes de gestion RH? Alors, on l'a vu, vous allez nous le redire, il a fallu embaucher des gens. Comment ça se passe? Il faut les embaucher, il faut les former, voilà. On a parlé télétravail. Je sais aussi que pour mettre du télétravail dans une entreprise, alors que c'était pas, enfin, pour ce qui nous concerne, c'était pas une habitude. On vient, euh, on vient toucher des choses là aussi, hein, qui relèvent de l'intime, qui relèvent de la vie sociale. C'est pas forcément évident. Comment on gère ça quand on a plus de 300 salariés? Concrètement, comment les ressources humaines se sont mis en ordre de marche pour assurer le maintien de l'activité, pour maintenir la qualité de service, voire l'augmenter puisqu'il y avait encore plus de choses à faire, et puis ben, pour aussi accompagner les salariés actuels et les nouveaux salariés dans cette évolution qui a été super rapide. Alors, toute seule, j'aurais rien fait, bien évidemment. Tout ce travail que vous imaginez que vous touchez du doigt, c'est du travail d'équipe. C'est le travail de 300 et quelques personnes Ouais. qui, le 17 mars 2020 à midi, se sont retrouvées confinées, comme tout le monde, et se sont retrouvées confinées en ayant une mission qui était d'assurer la continuité de service de l'assurance maladie. 17 mars 2020, dans le courant de la matinée, ça fait 3 jours qu'on travaille sur notre plan de crise, la façon dont on va gérer ce confinement. Et en milieu de matinée, dans la cour arrière de la CPAM, ce qu'on ne voit pas quand on Ouais. passe devant l'avenue Jean Ouais. Gagnant, j'ai réuni les personnels qui étaient là. Et là, avec une petite boule dans la gorge hein, quand même, je leur ai dit qu'on allait devoir partir et ils allaient devoir partir. Partir chez eux. Et alors, tenez-vous bien, on est parti avec nos ordinateurs fixes parce Ah qu'on oui. n'avait pas d'ordinateur portable. On est parti avec nos écrans parce qu'autrement, on n'aurait pas pu travailler. Ben ouais. Et l'objectif, c'était d'assurer la continuité de service. Et en fait, on n'a quasiment pas eu de rupture dans notre activité. On a toujours assuré le téléphone. Quand on ne pouvait pas l'assurer en télétravail au début, on était encore dans les locaux. Et puis, on s'est attaché à ce qu'il n'y ait jamais de rupture sur le traitement des indemnités journalières et des frais de santé, pour ne pas ajouter de la difficulté financière à la difficulté sociale et sanitaire. On avait à peu près 20% d'ordinateurs portables dans notre parc informatique. Mm. Aujourd'hui, aujourd'hui, février 21, j'ai 90% d'ordinateurs portables. Ça veut dire qu'il y a un énorme effort d'investissement qui a été fait l'année dernière
pour transformer des postes fixes et passer à des postes portables, pour donner des accès Internet sécurisés à tous les télétravailleurs, parce que quand on travaille chez soi sur les données de l'assurance maladie, il faut que les données, que les accès soient sécurisés. On n'embarque pas des piles de feuilles de soins. Ça n'existe pas. On travaille en dématérialisé avec des accès sécurisés réservés à la personne. Tout ça, il a fallu le mettre en place très vite avec une super équipe informatique, une super équipe RH et des équipes elles-mêmes qui étaient super motivées. C'est-à-dire que si le matin, il fallait commencer à se connecter à 6 heures pour réussir à avoir sa connexion dans le réseau, eh ben on se connectait à 6 heures. Et vous voyez, ça c'est une caractéristique de nos salariés et qui est super importante et qui aboutit au résultat que vous citez. C'est-à-dire qu'on a réussi très vite à transformer nos modes de travail et à devenir des télétravailleurs. Nos managers, ils ont appris de la même façon et ça faisait aussi partie de mon job de les aider, de les accompagner. Ils ont appris à manager à distance. Manager des salariés qu'on ne voit pas, qui sont dispersés. Vous avez une équipe de 20, vous avez 20 points de travail. Plus le vote, ça fait 21. Alors qu'habituellement, les briefs, les consignes, on se les donne le matin, vite fait, dans le bureau. Accompagner les équipes, percevoir des difficultés. Quand on a un dossier complexe à traiter et qu'on est en télétravail, comment on fait? Quand on est sur site, on se retourne, on appelle le collègue d'à côté qu'on sait être expert en la matière, on fait signe à son superviseur. Là, non, on est isolé. Donc, il faut que la personne, elle sache comment elle va pouvoir solliciter de l'aide. Il faut que tout ça soit prévu, soit organisé. Et donc, l'engagement des équipes, leur envie d'être là, d'être toujours présent au service de la population, je crois que c'est au-delà des moyens techniques, des moyens humains, des moyens budgétaires, c'est ça ce qui garantit le résultat. Après, on a aussi des équipes qui ont l'habitude d'apprendre des nouvelles réglementations, des nouvelles procédures, parce que j'ai dit que la Sécu, elle avait 75 ans, mais en 75 ans, ce qu'on fait n'a plus grand-chose à voir avec ce que faisaient nos grands-parents. Hein. Et donc, on a des équipes qui sont très agiles et qui là sont devenues encore un peu plus agiles parce qu'on s'est mis à faire des formations à distance, du e-learning, de la formation à distance, de la lecture de tutoriels, des briefs, des mini-briefs par webinaire, je ne cite pas de nom de produit, donc je ne dis pas WhatsApp, etc. Oui, oui. Hein, voilà. Et tout ça, on s'est mis à le faire aussi parce que la réglementation, elle a vachement évolué au cours des 12 derniers mois. Nos outils aussi. Donc, de l'engagement, de l'agilité, et puis une bonne volonté de tous. Et ça fait ce sont des ingrédients de la réussite. Voilà. Très bien, très bien. Tous les éléments sont là. Voilà, on est presque arrivé au bout là. Voilà. Hein. On a fait le tour un peu du fonctionnement de cette CPAM. On a commencé par le perso, on va terminer par le perso avec une question que je pose à tous les invités. Toute la journée, vous êtes là à la tête d'un truc monstrueux, enfin moi qui me paraît monstrueux, tellement c'est énorme, tellement il y a de choses à gérer, etc. Vous rentrez chez vous, c'est fini, vous dites terminé. Moi, je voulais savoir quand vous rentrez chez vous, ce que vous inspire la Covid. C'est-à-dire que moi, par exemple, ça m'embête de ne pas pouvoir aller faire mes courses, par exemple, après, si j'ai envie, voilà. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que finalement, vous décrochez pas du boulot et vous le gérez un peu de la même façon? Voilà. Quelle est votre réaction, je dirais, de Catherine Pelletier, qui n'est pas directrice de la CPAM, quand elle rentre chez elle? Que lui inspire cette situation de Covid? Alors, décrocher, c'est sans doute la chose la moins facile pour moi. Et comme tous ceux qui travaillent directement sur ce qui constitue la crise sanitaire, c'est difficile de lire le journal ou d'écouter les infos sans passer au filtre professionnel. Après cette crise, je pense qu'on a déjà commencé des retours d'expérience. On s'est déjà interrogé sur ce qu'on était avant, ce qu'on est en train de devenir et ce qu'on fera après. Et je crois que c'est là où les choses sont intéressantes.
si on arrive à tirer des enseignements positifs de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a partagé, des points sur lesquels on a progressé, euh, moi, en tout cas, c'est ce que j'aimerais garder. Voilà. D'accord. Ben voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Donc, on a passé 45 minutes. Alors, vous, je sais pas, mais moi, j'ai passé 45 minutes passionnantes. J'ai appris plein de choses. Hein, mais ça, c'est l'avantage que j'ai. J'invite les gens, ils viennent chez moi, ils viennent dans mon salon, ils viennent me raconter des trucs que je connais pas. Donc, c'est super. Catherine, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, ben, transmettez de notre part, parce qu'il y a des gens qui regardent et puis d'autres gens qui vont regarder. Je vous rappelle que pour les gens qui n'ont pas pu regarder, soit en totalité, soit un tout petit peu ou pas du tout, la vidéo va être mise à disposition sur la page Facebook En route vers l'emploi et aussi sur LinkedIn, sur le site emploi-nouvelle-aquitaine.fr. Un site d'ailleurs, j'en profite, voilà, je fais la pub. Un site emploi-nouvelle-aquitaine.fr où vous pouvez trouver des offres d'emploi tous les jours sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, dont les offres de la CPAM. Vous pouvez déposer vos CV. Les employeurs peuvent les consulter gratuitement. C'est pas mal ça. Un site où on peut consulter. Il y a un peu plus de 900 CV aujourd'hui, de très bons CV d'ailleurs. Continuez à déposer vos CV, continuez à consulter les CV si vous êtes employeur. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Non, même pas la semaine. Demain, il va se fâcher, je vais me faire tirer les oreilles. Demain à 19h, à la place de Catherine Pelletier, il y aura le président du conseil départemental, Jean-Claude Leblois. Avec lui, j'ai envie de discuter de la continuité du service public. J'ai envie, même si le conseil départemental n'a pas de mission propre économique, en matière économique, j'ai envie de voir comment il participe à stimuler l'activité économique en ce moment. Bref, plein de choses. On va parler de foot aussi, parce que je sais qu'il aime le foot. On va parler de ruralité, parce que je sais qu'il aime la ruralité. Voilà, on va parler dans mon salon, comme on vient de parler avec Catherine. Catherine, je vous dis merci, puis je vous laisse le mot de la fin. À vous de dire au revoir aux gens. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer. J'espère que je vous ai donné envie d'en connaître un peu plus sur l'assurance maladie. En tout cas, je n'ai pas réfréné, moi, ma passion. Et encore une fois, on ne tombe pas dedans tout petit. Mais quand on a découvert ce qu'on fait dans une caisse d'assurance maladie, on n'a plus envie d'en sortir. Et qu'on soit salarié ou qu'on soit assuré. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de saluer ici ce qu'on fait dans une caisse d'assurance maladie, de saluer les équipes de la CPM de la Haute-Vienne et de dire combien je suis fière du travail que l'on fait dans l'assurance maladie. Merci. Allez, je vous dis à bientôt, à demain 19h dans ce salon. Merci beaucoup Catherine Pelletier, au revoir.